Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, Yay, salut. ça va? Tranquillement et toi? Super, alors déjà présentez-vous. Bah Aurélien, entrepreneur et éventuellement aussi business développeur, mais plus entrepreneur que business développeur. Ok. Parce que c'est dans mon sang. Et moi du coup, Lionel, entrepreneur aussi, comparse de Aurélien. Du coup, en plus d'être amis, on est associés dans la vie sur deux affaires. Donc voilà, le Hub Studio et Victory Lap qui fait l'actualité aujourd'hui, entre autres. Alors le Hub Studio c'est quoi? Alors le Hub Studio, en fait, c'est un parc immobilier professionnel qu'on développe pour les porteurs de projets et les entrepreneurs. En gros, pour faire simple, on a un lieu aujourd'hui qui s'appelle le Hub Studio, qui est en fait un espace en gros de 50 mètres carrés à l'intérieur et 50 mètres carrés de rooftop dans lequel tu peux faire plein de choses. Ça peut être du coup des événements professionnels, des conférences, mais aussi des émissions, des live Twitch, que tu sois un petit porteur de projet ou alors un gros une grosse entreprise comme dernièrement Sony. Et puis voilà quoi. Et là, on a l'ambition d'ouvrir 5 nouveaux lieux d'ici les 18 prochains mois, à savoir des coworking, plein d'autres lieux divers et variés. Ok, alors je vais rentrer dans le dur direct. Ouais. Parce que du coup, quand tu m'as dit Hub Studio, je t'ai demandé c'était quoi. Parce que direct, moi j'entends Hub Studio forcément pour ceux qui parlent pas anglais, mais j'entends vraiment un espace studio qui permet de s'épanouir créativement parlant. Ouais. Est-ce que faire un endroit où on permet aux gens d'être créatifs, c'est pas pour se dédouaner de la créativité soi-même? Se dédouaner Non, pas pour se dédouaner. Au contraire, c'est justement pour pouvoir poser, pour pouvoir exprimer du coup ta créativité. On a tous un projet, on a tous eu des projets dans la vie, qu'on se considère comme créatif ou non. Et quand tu as besoin, à un moment donné, quand tu as besoin de réaliser un projet, ça passe par un lieu. Ok. Tu vois, tout le temps, tu vois. Que ce soit que tu veuilles monter un restaurant, par exemple. Un restaurant, c'est 4 murs et des tables et une chaise. Forcément. Tu veux faire une exposition, par exemple, tu as besoin... Je t'arrête, je suis obligé de te couper. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ah, ok. Mais le truc, c'est quoi? C'est que c'est pas toi qui es créatif, c'est t'invites des gens à être créatifs dans ce lieu. Exact, j'avoue. C'est pour ça que je dis ça. Moi, je dis des données par rapport à vous. C'est que du coup, tu ouvres un lieu. C'est comme si moi, c'était un espace de podcast ici, entre guillemets, et que moi, je faisais pas de podcast. Je trouvais pas les concepts et tout. Du coup, je n'étais pas créatif. Et que je disais aux gens, venez enregistrer. J'avoue, j'avais pas vu les choses comme ça. J'ai dit, je commence dans le dur direct, désolé. J'avais pas du tout vu comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Là, tu m'as fait cogiter d'un coup. Mais du coup, vous, est-ce que vous produisez des contenus? Est-ce que vous développez votre créativité là-dedans? Ou c'est que au service des autres? Non, effectivement, nous-mêmes on produit des éléments qui nous sont propres et qui justement arrivent pour beaucoup. Et par la même occasion, en fait, on fait profiter les autres, justement, de pouvoir en fait... parce que la créativité pour nous, c'est quelque chose... Ça fait partie vraiment de nous, tu vois. La créativité fait vraiment partie de nous. Que ça soit Lionel, que ça soit moi, ou que ce soit même de notre entourage très serré. On a tous un fond très créatif. Et le hub en lui-même, le Hub Studio, en fait, c'est la résultante tout simplement de nous-mêmes. C'est la résultante de ce qu'on est vraiment. Et au même titre, on s'est dit, en vrai, on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous. Faisons profiter aussi la populace, tu vois. Ok, je dis ça parce que vous êtes les 4e, 5e entrepreneurs, je crois, que je reçois ici. Mm-hmm. Et je les reçois parce que ça m'intéresse et que je trouve qu'il y a une partie très créative dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, je m'interroge toujours sur ce qu'est la vraie part de créativité dans l'entrepreneuriat. Et que, de fait, beaucoup d'entrepreneurs, surtout de notre génération, on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, mais avec tout ce qui est Startup Nation et tout, de fait, les entrepreneurs se disent créatifs. En plus, il y a un truc qui est assez, je sais pas, je vais utiliser des gros mots, vous pardonnerez, mais il y a un truc qui est assez hype dans le fait de dire qu'on est créatif. Tu vois, on n'est pas que des businessmen maintenant, parce que c'est le grand capital et tout ça, et que maintenant, il faut être un peu écolo et tout ça. Du coup, non, on est un peu des créatifs aussi, tu vois. Mais moi qui suis un créatif pur jus,
je questionne ça. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. C'est pour ça que je vais dans des questions aussi, Ouais, aussi dit. aussi dures, tu vois. Mais ça m'intéresse. Et je me dis, quand on crée un espace de création, est-ce que, quand on est entrepreneur, est-ce que la création en soi, pour nous, c'est pas juste d'avoir créé cet espace-là et d'avoir créé une nouvelle voie dans son business, on entend créativité par là, ou est-ce que c'est vraiment être pleinement créatif, c'est-à-dire se servir des outils qu'on distribue aux autres, avant tout pour soi, et se servir pour en faire des contenus et des vidéos et plein de trucs, tu vois. Pour nous, notre manière de voir les choses, en fait, elle est assez simple. C'est que dans le parc, justement, qu'on souhaite développer, on n'ouvrira rien qui ne nous servira pas à nous. C'est pas dans notre intérêt. Parce qu'en fait, nous, notre logique, elle est simple. C'est si je peux pas me servir d'un élément, pourquoi le faire profiter aux autres, entre guillemets. C'est avant tout pour nous qu'on le fait, en fait. On le fait avant tout pour nous. Et lorsque nous, en fait, derrière, on se rend bien compte que ça peut servir aussi à d'autres personnes, on fait profiter les autres personnes. Mais avant tout, c'est pour développer notre propre créativité. Par exemple, le premier Hub Studio qu'on a, c'est principalement à la base pour développer notre propre contenu, notre propre créativité, notre propre contenu qu'on fait, justement, qu'on développe. Exemple, Lionel qui a sorti récemment ses vidéos justement sur Reels, sur Instagram. Et TikTok, et qui continue en fait de créer ce contenu-là. D'autres éléments qu'on fait sous format MOOC et autres. C'est un espace qu'on utilise avant tout pour nous, et ensuite après on fait profiter pour les autres. Donc effectivement, pour revenir sur le point de la créativité et les entrepreneurs, il est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont se dire créatifs, alors qu'en vrai, on est on est d'accord ou pas? Voilà, tu vois. Je suis pas fou. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais nous, on est dans un aspect, on est assez pragmatique sur l'entrepreneuriat et la créativité. C'est que la créativité, ça te permet d'être un maximum libre, déjà en tant que personne, et aussi un maximum libre dans la création de nouvelles, de mettre la mise en place de nouvelles idées. Mais ta création en elle-même, si elle ne rejoint pas entre guillemets un aspect entrepreneurial, t'as souvent du mal à la diffuser un maximum. Donc ce que je veux dire, c'est que quand tu prends quel exemple je peux prendre? On peut prendre par exemple Virgil Abloh. Voilà, en vrai, ouais. Exactement. Par exemple, tu prends Virgil Abloh, tu vois, qui a une approche aujourd'hui, feu, rest in peace, Virgil, tu vois. Je t'ai dit que je suis un de ses plus grands fans, forcément, donc toujours une petite émotion. Par exemple, tu vas prendre Virgil, en fait, il s'inscrit dans la même tradition que l'ont été Andy Warhol, que l'ont été Basquiat, que l'ont été Keith Haring, tu vois. M'attaque pas sur ce terrain, putain. Je sais que t'en as parlé un peu avec J'en ai parlé avec Valdi déjà, et là tu vas dans... Ah là, tu me fais du mal. Je sais que quand vous en avez parlé, moi ça m'a réveillé. Je me suis dit, ah mais tu sais pourquoi tu me fais du mal? Parce qu'en plus tu prends des références qui sont les miennes. C'est-à-dire que tu vas dans le pop art, dans l'art, pour aller te référer. Tu parles de Basquiat, tu parles de Warhol. On peut dire Keith Haring aussi. Frère, je suis fan absolu. Donc... comment on fait? Parce que là, moi, je suis absolument pas d'accord. Parce que Virgile, feu, rest in peace, tout ça, super. Et on va pas faire de mystère. J'en ai parlé avec Valdi, t'as vu la vidéo un petit peu. Ouais. Moi, j'étais pas d'accord. Parce que Virgile, au tout début, c'est juste un recopieur. Tu vois? C'est-à-dire que ce qu'il fait avec Off-White sur les collabs avec Nike et tout, c'est ce qu'il faisait au début avec sa première marque, je sais plus comment elle s'appelle. Pyrex. Pyrex, tu vois? Où genre, il prenait des vêtements qui existaient déjà et il collait son écusson Pyrex, tu vois? Il a poursuivi ça avec Off-White sur ses collaborations. Après, il a exprimé plus sa créativité dans son travail de directeur artistique pour des covers, en tant que DJ aussi un peu, enfin dans d'autres domaines. Mais moi, ce qui me chagrine toujours avec Virgile et les débats que j'ai avec mes potes qui sont fans de lui, c'est à quel point il est créatif. Tu vois, clairement et purement. Surtout que c'est un multi-créateur, tu vois. Du coup, ça pose plein de questions. Et la référence, enfin, ce que Valdi m'a dit, c'était, en parlant des 30%, je sais pas si tu te rappelles. Les 3%. Les 3%, il me disait que fallait en gros modifier un produit
plus de 3% pour que ce soit créatif. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, ça peut marcher, c'est vrai. Au final, ça peut marcher. Je suis revenu sur ce que j'ai dit, ça peut marcher. Mais de là à le comparer à Kefaring ou Basquiat, tu me fais grave du mal. Bah, Vraiment. Si tu veux, moi je dirais on peut grossièrement distinguer deux types de créateurs. Des créateurs qui créent à partir de rien. Ouais. Voilà, et des créateurs qui créent à partir de quelque chose. Ok. Ceux qui font débat, c'est pas les créateurs qui créent à partir de rien, c'est ceux qui créent à partir de quelque chose. Évidemment. Parce que du coup, on a du mal à placer le curseur. À placer le curseur sur à quel point tu apportes quelque chose de nouveau sur une base déjà existante. Ok. Donc Virgile, c'était le spécialiste pour créer des choses à partir de quelque chose. Enfin, l'un des spécialistes, parce que c'est pas le seul, bien entendu, tu vois. Ouais. Donc voilà. Et t'as plein de créatifs qui se font comme Virgile ou comme d'autres, c'est-à-dire créer à partir de quelque chose. Parfois, tu en as certains qui vont créer à partir de quelque chose, mais de quelque chose de très évident, dont on connaît la référence, dont on connaît la source. Certaines personnes vont appeler ça, vont dire que c'est un hommage, d'autres gens vont dire que c'est une copie. À quel moment tu arrives à placer le curseur à l'un ou à l'autre? Ça, après, c'est quelque chose de très subjectif. On peut débattre de ça pendant une heure. Exactement, tu vois. Mais non, moi, si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, quand tu crées une boîte, quand tu crées une boîte, du coup, tu essayes de répondre à un problème. Il y a un besoin qui est identifié. Et du coup, toi, ton job en tant qu'entrepreneur, c'est de régler le problème. Le problème, la manière dont tu vas résoudre le problème va peut-être ressembler à 50 000 autres personnes. Et toi, ton job en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir quelque chose d'unique qui fait que toi, tu distingues plus que les autres. Maintenant, je rebascule du côté des créatifs. Un créatif, lorsqu'il va proposer un certain style de peinture, on va pas rester sur les arts visuels, un certain style de peinture, il va essayer d'avoir sa patte, d'être différent que les autres. Mais peut-être que sa différence supposée ressemble exactement à 5, 6, 7, 8 ou 10 autres personnes. Est-ce que ces 10 personnes-là, on les catalogue comme étant des personnes qui se ressemblent, ou est-ce qu'on les catalogue comme étant des personnes qui appartiennent à la même école? Alors, on peut. Mais ce qui va différencier aussi les créatifs, en tout cas dans les arts visuels, c'est la démarche. Tu prends un exemple qui est magnifique, un de tes premiers non cités était Andy Warhol. Andy Warhol, il est connu et pour être le pape du pop art parce que les reprographies. On pourrait dire que c'est pas hyper créatif. Il a pris des boîtes de soupe qui étaient un produit de consommation lambda américain et juste il en a pris un, il l'a coloré en bleu, il en a mis 10 à côté qu'il a coloré en 10 couleurs différentes. Bon, il y a une démarche derrière. C'est cette démarche-là qui apporte en plus à la créativité. Tu vois? Et c'est pour ça que t'as le premier qui fait ça, entre guillemets, ouais, le premier ou un des premiers, en tout cas le plus connu qui fait ça, c'est Duchamp avec les toilettes. Et il met les toilettes et dit c'est de l'art. Bon, il n'a pas inventé les toilettes, il n'a pas inventé le fait de poser un objet sur le sol ou sur un promontoire. Ok, mais la démarche qu'il y a derrière, elle est archi différente de tous. Et là, il est créatif. Et pour refaire le lien avec les entrepreneurs, le problème, c'est que... Là, je fais l'avocat du diable, ok, vous me pardonnez. Mais... Ok, Satan. Votre démarche, elle est juste mercantile, en fait, à la base. Elle n'est pas créative. Du coup, toute cette histoire de poser des toilettes sur un truc pour faire réfléchir les gens, vous vous en foutez, vous. Ce que vous voulez, c'est que les gens, ils achètent ces putains de toilettes. La réponse est oui. Elle est mercantile. Clairement. Ouais. C'est clair, net, précis. Du coup, pas créative. Elle est au départ mercantile. Nous, notre job en tant qu'entrepreneur, il est simple. C'est de régler les problèmes. On distingue les problèmes, on règle les problèmes. Maintenant, pour bien régler les problèmes, il faut déjà mettre en place des process. Ça, c'est un élément nécessaire pour régler les problèmes. Mais ce qui va faire que maintenant, les gens vont utiliser notre solution par rapport à leurs problèmes, c'est qu'ils comprennent que notre solution est la meilleure. Pour qu'ils comprennent que notre solution est la meilleure, c'est là où la créativité prend tout son sens. Tu vois, sur le fait de bien comprendre que nous, on est les meilleurs sur le fait de résoudre le problème. Ou alors, qu'on n'est pas forcément les meilleurs, mais qu'on va t'assurer que ton problème, on va bien le résoudre. Dans le cadre du Hub Studio, concrètement, ce qu'on fait, on réinvente rien. Tu vois, on a 4 murs. On dit, bah voilà, ces 4 murs-là, tu peux le louer pour si tu veux faire une expo. Ces 4 murs-là, tu peux le louer si tu veux, par exemple, faire un média. Par exemple, on travaille actuellement avec Sony et ils sont en train de développer un média rap dans nos 4 murs. Bon.
Qu'est-ce qui leur empêche de pouvoir louer des studios à Boulogne-Billancourt ou à la Seine-Saint-Denis, etc. Bah, parce que nous, en fait, on parle le même langage qu'eux, on arrive, on leur propose des solutions totalement différentes qu'eux, et on a eu cette approche de dire, tu veux monter quelque chose de différent, bah bosse avec quelqu'un de différent. Notre part de créativité, elle est là, sur le positionnement. Ok. Et au-delà simplement de se présenter différemment, on résout les problèmes aussi différemment. On amène plus de flexibilité. On parlait tout à l'heure, on a évoqué un peu la Startup Nation, etc. Bon, nous, on n'estime pas appartenir à ce carcan que la Startup Nation. Non pas pour tirer sur les gens. C'est que nous, en fait, c'est que le tissu économique français est composé de TPE, PME. Ok. Pas de start-up. Les start-up, c'est une minorité bruyante. La plupart des entreprises qui existent dans le marché français, ce sont des entreprises lambda, enfin dites lambda, qui ont 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 salariés et qui, eux, ont des réels problèmes. Et n'ont pas, pour la plupart, cet apport-là, n'ont pas en fait cette manière différente de réfléchir aux problèmes auxquels ils ont. N'ont pas cette manière-là de créer différemment la manière que eux ont de résoudre leurs problèmes. Ils n'ont pas en fait cette manière créative de penser leur business. Ok. Nous, c'est notre job. Ok. Et c'est en ça que, moi, je pense que oui, on peut très bien être mercantile et effectivement être créatif. Ok. C'est pas incompatible. Tu voulais compléter, Aurélien? J'avais rien complété, mais il a très très bien complété justement la suite. Ok. Je suis un peu dur, désolé, mais... Non, t'as raison. C'est ça le fond du problème, en vérité. Non, mais il faut. Et ben, pour le coup, tu sais quoi, je vais rajouter un autre élément. Ben là, pour le coup, c'est... parce que là, on était beaucoup sur l'art visuel. On peut prendre aussi l'art musical, tu vois. Qui reste mercantile, mais tout en étant artistique. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, ça va être Young Thug. Et le deuxième exemple, ça va être Drake. Les deux sont des produits, entre guillemets, limite copiés de Lil Wayne. L'approche, on sait qu'elle est mercantile quoi qu'il arrive. Vu leur situation financière qu'ils avaient avant de commencer la musique, je pense que c'était pas la Dolce Vita, donc forcément, ils le faisaient pour une bonne raison. Cependant, leur fond artistique, ils l'ont fait partir de leur supposée copie de Lil Wayne pour pouvoir mieux la développer au fur et à mesure et au fur et à mesure en fait eux-mêmes créer leur propre silo et leur propre terrain, tu vois. Et je crois le meilleur exemple en vrai, Drake c'était un peu moins évident, mais Young Thug je crois c'est vraiment le plus évident. Et aujourd'hui Young Thug c'est le père de beaucoup d'artistes, tu vois, et ça a créé en fait, il a créé vraiment sa niche et il a créé son genre et beaucoup d'artistes le copient, que ça soit des je crois que c'est Lil Gotit ou je sais plus, ouais, je crois que c'est Lil Gotit, je crois un truc dans le genre, qui sont des copies. T'avais à l'époque un mec qui s'appelait King, une copie totale, mais genre totale. Et Lil Baby, c'est une copie. Ouais, en vrai Lil Baby, en vrai quand tu regardes bien Lil Baby aussi pareil, tu vois, on est dans ce même genre, tu vois. Et à la base on sait très bien que leur approche est totalement mercantile, tu vois, mais et que justement c'était de la copie. On pourrait penser qu'ils étaient pas du tout artistiques, tu vois, mais en fait justement si, dans le sens où ils ont réussi avec leur petit 3% à pouvoir créer un gros 100% qui sera le 3%, qui sera en fait le 97% de quelqu'un d'autre, tu vois. Alors, j'ai envie de te dire plein de trucs. Premièrement, est-ce que dans ce cas-là, le 3% de base dont on a besoin pour dire que c'est une nouvelle création, on vient pas y accoler 3 autres pourcents, et puis 3, et puis 3, et puis 3 pour venir au 100%. Premièrement, parce que tu vois, je pense à un mec, tu disais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Pour Young Thug, un peu moins, parce que je sais pas s'il arrive à ses 100% lui, mais en tout cas, il est arrivé peut-être à 80%. Ouais. Et il reste encore 20% de Lil Wayne en lui. Mais Drake, en tout cas, je pense qu'il s'est clairement émancipé. Après, ça pose aussi la question de l'inspiration, comme tu disais un peu tout à l'heure, de l'inspiration. Est-ce que c'est inspiré? Est-ce que c'est copié? Ça, c'est un vaste débat. Et tu me sers une question sur un plateau qui est, et que j'ai pas encore posé aux entrepreneurs d'ailleurs, mais qui est
de quoi on s'inspire en tant qu'entrepreneur pour trouver des nouvelles solutions, pour être créatif dans ces solutions proposées. Alors, parce que là, attention, t'as parlé d'un aspect de l'entrepreneuriat qui est la résolution de problèmes pour d'autres, qui est une forme de service qu'on offre, qui est, ok, moi, mon travail d'entrepreneur, en tant que business développeur, je pense plus précisément, c'est de vous trouver des solutions. Du coup, il y a une créativité à avoir là-dedans. Du coup, premièrement, comment on trouve sa créativité là-dedans et de quoi on s'inspire? Est-ce qu'on s'inspire d'art, d'autres médiums? Est-ce qu'on s'inspire d'autres entrepreneurs, d'autres solutions et qu'on se dit, est-ce que je peux pas la modifier pour... Bon, ça, c'est une question, premièrement. Et la deuxième, elle est aussi comment soi-même, on a une envie de proposer un service, de vendre un produit, de proposer un produit, et soit on sait que ça n'a jamais été fait, du coup on doit trouver le moyen de rendre ce produit viable pour le vendre. Est-ce qu'il n'y a pas une partie créative là-dedans? Ou est-ce que ce produit-là, et là j'ai l'exemple en tête de Uber par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, mais Uber à la base, en vrai, Uber c'est la version 10 d'une envie de proposer ce service-là qui existait dans Silicon Valley déjà. Et juste c'est eux qui ont proposé la meilleure version de ce truc. Du coup, quand on est dans ce cas-là, et qu'on a envie de proposer un service qui existe déjà, comment d'une on sait, ça fait plusieurs questions, je suis désolé, hein, mais je vous les reposerai, c'est pas grave, mais comment d'une on sait qu'on va être sûr de la proposer de la meilleure manière possible, et de deux, comment on fait pour être sûr de se différencier, surtout quand on sait qu'il y a eu 10 mecs à Vaudou qui ont tenté avec 10 manières déjà différentes. Déjà, merci pour toutes ces questions. Je pense qu'on va splitter la réponse entre Relien et moi, parce que je pense qu'en fait, on va avoir les mêmes réponses. C'est sûr. C'est des sujets qu'on a déjà itérés nous-mêmes, parce que c'est pas la première boîte qu'on monte ensemble, c'est pas les premières, on a itéré tellement de fois en fait sur nos réussites et sur nos échecs que c'est que les questions que tu te poses, on se les est posées. Et on a trouvé... Donc, on ne les a pas posés, rassure-moi. Non, personne ne nous les a posés avant. Tu as l'exclusivité mondiale là-dessus. Tu vois. Déjà, premièrement, comment on s'inspire? Déjà, pour pouvoir bien s'inspirer, déjà, je pense qu'il faut commencer à déjà bien se connaître. Parce que tu peux lire tous les magazines business qui existent. Tu vois, Challenge, Forbes, etc. Tu peux regarder toutes les chaînes YouTube qui existent, sur le marché francophone ou sur le marché anglophone. Tu peux consommer Insta, TikTok ou tout ce que tu veux. Tu peux également aussi parler à toutes les personnes autour de toi qui ont des problèmes, qui auraient besoin, par exemple, je sais pas moi, besoin d'un lieu dans le cadre du Hub Studio, ou besoin d'une formation dans l'immobilier, je ne sais que sais-je, etc. Tu peux faire ça, tu vois, c'est des médiums en fait qui sont assez classiques. Mais avant tout, il faut savoir qui tu es pour savoir qu'est-ce que tu es capable en fait de réaliser sur du long terme, tu vois. Parce que, par exemple, typiquement, pendant longtemps, j'ai cru que je pouvais tout vendre. J'étais quelqu'un, ah ouais, moi tant que je fais de la thune, moi je m'en fous, moi ça bicrave. Mais en réalité, je me suis rendu compte que par rapport à mes valeurs et par rapport à mes envies, j'allais difficilement me retrouver à vendre des godemichets toute ma vie. Tu vois, je pouvais pas. Tu vois, ensuite, je me suis rendu compte aussi que le marché de la logistique, il y a énormément de choses à faire, mais c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Et que en fait, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans les industries créatives d'une manière générale, ou dans les industries où l'apport en créativité pouvait vraiment faire la différence. Et donc du coup, j'ai commencé à éliminer les secteurs d'activité qui potentiellement en fait, je pouvais pas, ou dans lesquels je me sentais moins confortable, et j'ai gardé plus ou moins une ouverture sur les secteurs d'activité qui pouvaient me correspondre. Une fois que tu sais à peu près ce qui te fait kiffer, tu regardes les problèmes dans ce qui fait kiffer. Typiquement, j'en sais rien, je te prends un exemple tout bête, tu as des personnes qui sont fans de rap, qui feraient suivre des artistes, mais qui se voient pas forcément peut-être comme manager, mais qui ont cette compétence-là d'être bon en publicité digitale, tu vois, de faire des pubs sur Insta, des pubs sur TikTok, qui sont bons en relations humaines, donc du coup qui ont un gros réseau d'influenceurs, et du coup tu peux être ce levier marketing-là pour un artiste. Tu vois, et cette compétence-là est strictement la même pour une start-up qui a besoin de plus de visibilité, ou pour une marque de vêtements, ou pour un entrepreneur dans la logistique. Mais qu'est-ce qui va faire que tu vas plutôt rentrer dans le marché du Peura ou de la musique de manière générale? C'est parce que ça te fait kiffer. Donc déjà, je pense que c'est la première base pour savoir sur quel type de projet tu peux partir. Ensuite,
l'inspiration, comme j'ai dit, il y a des médiums assez classiques, tu vois. Et après, il faut surtout observer le monde qui est autour de toi. Tu vas pas, par exemple, on aime bien avec Aurel tirer sur ce qu'on appelle les projets de noob, donc les projets de débutants. Exemple, on a tous déjà eu l'idée de se dire je kifferais, ça serait bien d'avoir une application qui répertorie toutes les soirées parce qu'en fait, quand je vais sur Facebook, en fait, il n'y a pas toutes les soirées, quand je vais sur Instagram, il n'y a pas toutes les soirées. Donc là, une application, il y a toutes les soirées d'un seul coup. Ouais, mais une personne sur 10, en grosso modo, a au moins eu cette idée, tu vois, ou a déjà entendu quelqu'un avoir cette idée-là, tu vois. Mais en fait, factuellement, c'est pas un sujet, c'est pas un vrai sujet, par exemple, ce genre de truc, tu vois. Il y a des problèmes qui sont pas des vrais problèmes Et parfois, plonger tête baissée dans ce genre, dans ces problématiques, dans des supposées problématiques qui paraissent comme étant des problématiques majeures à régler, bah, c'est pas forcément la bonne chose. Et du coup, parfois, l'inspiration, elle est aussi de travailler un peu sa technique. Tu me donnes le bâton pour te faire battre. Ouais. Parce que je vais te parler des projets de niche, du coup. Et des mecs qui se mettent dans des niches et qui te disent, moi j'assume que ça correspond à 100 000 personnes. Mais si j'arrive à vendre à ces 100 000 personnes-là, je suis milliardaire. Je suis entièrement d'accord, et nous c'est ce qu'on défend aussi. C'est pas incompatible. Les projets de début, les projets qu'on appelle, en fait, il y a les projets s'attaquer à une niche, c'est primordial dans n'importe quel business. Okay. Ou même toi, par exemple, en tant qu'acteur et toutes les compétences que tu as, tu as ce besoin-là d'être identifiable, même plus, d'être remarquable. Et pour être remarquable, il faut savoir auprès de qui tu es remarquable. Tu es remarquable auprès de tout le monde ou tu es remarquable auprès d'une niche. C'est la niche, en fait, qui va faire que tu es remarquable et qu'après coup, tu vas pouvoir étendre ton spectre. Donc, c'est pas incompatible. Tu vois. C'est plutôt le fait de vouloir s'attaquer à des problèmes globaux qui vont du coup s'attacher à trop de niches qui sont toutes hétérogènes les unes qu'aux autres, qui est un problème. Ok, je capte. Voilà. Aurélien ? Rien à ajouter. À ce niveau-là, franchement, rien à ajouter. Il a dit tout ce qui est... Et par rapport à la créativité dans le fait de chercher des solutions ou en tout cas de vendre des produits ou de vouloir commercialiser des produits. Ah ouais, parce que il y avait encore une autre question. Je me rappelle plus vraiment de la question. Alors la question c'était premièrement comment on fait de quoi on s'inspire pour être créatif pour régler des solutions, pardon. Deuxièmement, de quoi on s'inspire pour être créatif pour vendre soi-même ses propres produits, sachant que ils existent déjà, par exemple, et qu'il y en a 10 qui ont fait trouver des solutions avant nous. Ouais. Et troisièmement, c'est comment, encore une fois, on est créatif dans l'envie de vendre un nouveau produit ou un nouveau service. Ok. Question 3. Question 3, ouais. Question 3, donc comment on fait pour... Répète encore la question, parce que t'as tellement de questions des fois, tu dirais... Ouais, je suis désolé, c'est ma faute ça, mais non, je veux dire, c'est comment tu fais pour... T'as envie de... Je te dis une bêtise, ces micros n'existent pas. Ouais. Les micro-studios pour faire des podcasts n'existent pas. Ouais. T'as cette putain d'idée de faire des micros. Déjà, est-ce qu'il y a des trucs qui t'inspirent pour te dire... Il y a des mecs qui parlent à haute voix, mais moi, j'ai des trucs qui me font me dire que peut-être qu'on parlerait dans un appareil et ça va développer le son. Est-ce qu'il y a des aspirations particulières qui viennent alimenter ce truc? Et ensuite, comment tu vends ce produit? Des aspirations particulières, par exemple, imaginons que les micros n'existaient pas, les micros podcast n'existaient pas. Comment est-ce que déjà j'ai l'inspiration, la créativité de pouvoir inventer des micros podcasts? La première question de se poser, c'est déjà, est-ce que moi-même je fais des podcasts? Est-ce que moi-même j'utilise d'autres micros? Est-ce que, en gros, tout simplement être utilisateur déjà d'un premier objet, d'une première version, d'un premier élément qui te permet en fait de dire ok, là c'est pas adéquat. Qu'est-ce que je peux rajouter en plus sur un élément déjà existant? En fait, on en revient toujours. Mais je vais faire le relou là. Ouais. Tu sais que je vais faire le relou. Parce que je vais te dire quoi. Du coup, il n'y a que des entrepreneurs qui inventent des produits dans lesquels ils sont utilisateurs. Pas nécessairement, mais il y a une particularité dans ce qu'il a dit, Lionel. Les meilleurs entrepreneurs, ce que moi je considère comme les meilleurs entrepreneurs, ont tendance à inventer des produits que eux-mêmes ont soit utilisés, ou soit eux-mêmes savent qu'ils peuvent utiliser, ou qui les arrangent eux principalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première personne en général, on va toujours
il y a une phrase que j'aime bien qui dit que la première personne en fait que tu dois rendre heureux, c'est pas tes parents, c'est pas tes frères, c'est pas tes sœurs, c'est pas ta petite amie ou autre, c'est toi-même. C'est toi à 8 ans et toi à 80 ans. Donc en fait, c'est avant de pouvoir essayer de répondre aux problèmes des autres. Déjà, en fait, le plus facile, c'est de savoir en fait, en fait répondre à un problème qui te concerne toi. Et tu le feras mieux parce qu'en fait, étant donné que tu t'aimes, donc tu te dis, bon, moi je veux un truc qui soit bien pour moi en fait. Donc tu fais le nécessaire pour pouvoir répondre à ton besoin avant tout. Et en fait, le truc, c'est que techniquement, bah, t'es pas un flocon de neige. Donc en gros, ton problème, c'est potentiellement le problème de beaucoup d'autres gens. Donc il reste potentiellement une niche et autres. Donc je pense que la première chose vraiment, c'est bah, toi-même, est-ce que tu es consommateur de cette chose-là? Est-ce que toi-même, tu es consommateur de ce service? Est-ce que tu es consommateur de ce produit? Est-ce que tu es consommateur d'un produit alternatif avant même de pouvoir créer l'élément? À partir de ce moment-là, une fois que tu t'es posé cette question-là, bah en fait, quels sont, bah tu fais, bah en vrai, tu te fais un MVP. Donc, ce qu'on appelle MVP, tu vois, Minimum Viable Product, produit minimum viable. Tu vois, on va éviter les Merci. Merci. Tu vois. Un petit produit test. Un petit produit test et tu essayes en fait, t'essayes de voir, tu vois. Par exemple, moi quand j'étais petit, j'aimais bien essayer d'inventer des trucs. Vas-y, on a tous j'aimais bien essayer d'inventer des trucs et je sais pas, un jour je me suis dit, j'avais pas nécessairement de thunes pour me péter un skateboard. J'ai essayé d'inventer un skateboard. Et en fait, dans ma tête, en fait, le truc, c'est quand j'ai repensé à ce moment-là, je me suis dit, c'est marrant. En fait, je m'étais auto-inventé mon skate, mon produit minimum viable. C'était une planche dans laquelle j'avais vissé des roues de valise. C'était un truc qui était franchement très bancal. Je crois que je me suis même foiré le coude. Mais en fait, en gros, tu as un premier produit en fait, qui te permet en fait, de dire, ok, bon, essayons de voir comment ça marche. Bah, par exemple, ce micro, on part toujours sur le principe, les micros podcast n'existent pas. Bah, t'as pris un premier micro, t'as mis, je sais pas, tu l'as accroché avec du scotch, un balai, etc. T'as penché le truc, t'as pu voir que ouais, là ça tient pas bien, là ça prend pas bien le son. Bon, comment maintenant je peux arranger? Mais au moins j'ai une première version qui me permet de me dire, ok, bon, il y a quelque chose qui pourrait marcher, il y a juste un autre élément à ranger. Donc après, le troisième élément, bah en fait, le reste après c'est de l'itération. Donc tu vas itérer, tu vas améliorer ton truc, tu peux déjà commencer à vendre, bon, peut-être pas ton balai, tu vois, parce que ça fait chelou, tu vois, mais tu as une première version qui te permet au moins, potentiellement soit d'aller voir des premiers utilisateurs de podcast et de leur dire, ouais, comment tu te sens un peu mieux dans ta manière de truquer, tu te sens c'est moins chiant que tenir le micro, c'est moins... Et en fait, voilà, tu vois, tu prends les informations, des feedbacks, ça te permet en fait de te dire, ok, bah voilà, il y a ça à améliorer, et t'itères, encore et encore. Et quel autre élément on pourrait maintenant amener encore en plus pour faire en sorte pour qu'à la fin ça soit vraiment un produit créatif, c'est ta manière de le vendre. Ta manière de le vendre, ta manière d'en parler, ta manière de le mettre en avant, ta manière de le marketer. Et surtout, je dirais même surtout ne pas oublier de le vendre. Parce que ça peut paraître con comme ça, mais très souvent, en fait, tu peux avoir... en fait, c'est très courant, en fait, en tant qu'entrepreneur, tu as un produit, et tu t'investis tellement dans le marketing, dans la com, dans l'influence, dans ceci, dans cela, que tu oublies simplement d'aller voir tes clients potentiels, de dire écoute, j'ai ça à vendre, ça coûte tant. C'est très, très, très courant. Donc, pas oublier de le vendre. Ça me fait penser à un truc, là. Je pose ces questions aussi aux entrepreneurs, parce qu'en fait, on sait qu'un entrepreneur, il n'est jamais seul. Ok. Ouais. C'est légendaire, ce truc de le mec dans son garage tout seul, il crée son skateboard ou son micro. Tu sais, le mec, c'est pas Iron Man, il a pas une cave secrète ou Batman où il crée lui-même ses trucs. Le mec est ingénieur, concepteur. C'est pas possible. Ou en tout cas, c'est très peu possible. Et du coup, là-dedans, et je vais revenir à un exemple que j'aime beaucoup citer ici quand je parle des entrepreneurs, mais qui est Steve Jobs. Mais du coup, pour moi, il existe deux types d'entrepreneurs. Il existe ceux qui ont des idées très profondes créativement de leurs produits, mais qui n'ont aucune compétence technique pour ne serait-ce que mettre la main à la pâte pour commencer à construire. Du coup, Steve Jobs, et je le redis encore pour ceux qui ne savent pas, le mec il n'était pas ingénieur, ni ne codait pas, ni rien.
Le mec disait lui-même, en fait, quand il était petit, son père, il l'amenait dans son garage, que son père aidait bien à réparer des trucs. Ça l'intéressait même pas. Juste, il avait une idée précise, mais extrêmement précise des produits qu'il voulait mettre en place. C'est-à-dire, il pensait presque au design. Après, il en a volé beaucoup aussi, mais bon. Il pensait beaucoup au design même et au design intérieur des produits, bref. Mais il savait très bien que lui, il pouvait rien faire de ses mains. Et d'autre côté, tu as ceux qui sont un peu plus... qui aiment un peu plus mettre les mains dans le cambouis, comme on pourrait dire. Et qui vont te dire, ok, moi j'ai une idée de produit. Par exemple, je suis ingénieur. J'ai une idée de faire un ordinateur. Je peux commencer déjà à faire ma V1. Le truc, c'est que dans tous les cas, tu finis par t'entourer de gens. Est-ce que ça veut dire, et là ma question arrive là, est-ce que ça veut dire que être créatif en tant qu'entrepreneur, c'est forcément avoir une idée précise du produit. Et du coup, ça te fait toute cette création de ce produit dans sa tête en long, large, en travers. Et après avoir été des gens qui vont être au service de ton idée, en fait, de ton rêve, si on peut dire. Ou est-ce que c'est juste avoir une idée, du coup, qui n'est pas hyper développée, du coup, qu'on pourrait dire un peu moins créative, et dire aux gens, les gars, j'ai une petite idée. Vous avez tous des compétences différentes qui peuvent être au service de cette idée-là. Venons la développer ensemble. Mais, quand même, c'est mon idée. Et moi, je suis créatif. Bon, pour moi, il y a quand même une différence. Pour moi. Être créatif, c'est pas avoir une idée. Être créatif, c'est avoir une vision. Ah. Là, ça fait vidéo de millionnaire. Je vais mettre ça en risque sur Instagram. Être créatif, pour moi, c'est avoir une vision. Tu peux avoir une très jolie idée. On va reprendre l'exemple des... Bah, tu sais quoi, en vrai, on va prendre quoi comme exemple? Je sais pas. Après, on va prendre l'exemple des trucs de soirée. C'est quoi? Justement, des projets de noob. T'as... cette idée-là, elle a été divulguée, elle a été sortie par, je pense, pléthore de personnes qui ont voulu faire des trucs de soirée, des trucs... Il y en a plein. La question est de savoir qui avait vraiment une véritable vision. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en vrai, le projet en lui-même, pourquoi en fait il est considéré comme projet de noob? Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a la plupart des personnes en fait qui pensent, par exemple, à ces projets-là, bah, tu sais, ils vont s'arrêter seulement à ce petit aspect-là de soirée, parce que même c'est des fêtards, tu vois. Ouais, non, mais ça va pas plus loin. Avoir une vision, c'est de se dire, ok, je commence par ça, parce qu'en fait, j'ai envie d'arriver à, je ne sais pas, j'ai envie d'arriver au Fire Festival, mais qui marche, tu vois. Mais qui marche, tu vois. Uber, Travis Kalanick, par exemple, quand il pense Uber, il n'est pas seul en fait à avoir pensé Uber, tu vois. Il n'est pas seul à avoir pensé, c'est pas le seul à avoir pensé je pense à avoir pensé un projet comme ça de, ouais, le truc la voiture. Même, je crois, même depuis qu'on est gamin, même je pense qu'on y pense en vrai, ces trucs-là, tu vois. Genre, ça existe déjà, ça s'appelle le taxi. Voilà, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'à la base, tu vois, c'est le taxi. Et même depuis qu'on est gamin, on se dit, ouais, t'imagines, là, ouais, moi, je suis fatigué, je sors de soirée. Ah ouais, j'ai avec mon téléphone et j'appelle le taxi, mais tu sais, je l'appelle pas, juste il vient. On avait déjà forcément sorti. La différence, c'était la vision. La différence, c'était la vision. La vision de Travis Kalanick, bon, je la connais pas personnellement, mais aujourd'hui, on voit déjà où est-ce que ça va. On est dans des histoires des Uber Eats. On sait même que maintenant, ça va jusqu'au dans le marché de la logistique, du transport routier. Tu comprends qu'il y a une grosse différence entre l'application de ça te raccompagne chez toi quand t'es un peu éméché et le transport routier, tu vois. Tu vois qu'en fait, la vision est totalement différente. Et le transport routier, par exemple, le transport routier, on peut se dire, ouais, mais t'as pas besoin d'être créatif là-bas. Et bah, c'est un gars qui a pensé un truc comme Uber, qui est en train de lui développer un autre élément dans le transport routier qui va peut-être en fait transformer même, tu vois, ce marché-là. Et quand il sera transformé, bah, c'est là où tu dis, ah ouais, en fait, ça moulinait dedans. Un autre exemple, je pense même qu'il est le meilleur exemple, bah, c'est Airbnb en fait. Airbnb, c'est le truc en vrai, c'est aujourd'hui, il n'y a rien de plus évident. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a rien de plus évident. Peut-être carrément, tu te dis, mais tu sais pas où dormir dans tel pays, bah tu prends Airbnb. Rien de plus évident. Sauf qu'à l'époque, ça l'était pas. Ah bah. Mais leur vision les a amenés tellement loin et en fait, ils étaient tellement sereins et sûrs de ce qu'ils faisaient
que ça a transformé, en fait, ça a transformé le marché de l'hôtellerie, ça a transformé, Ça a tout transformé, ouais. ça a tout Même transformé. le marché de l'immobilier. Le marché de enfin, l'immobilier, ça a ça a tout tout influencé, transformé. ouais. Ça a tout transformé. Et pour moi, c'est bien plus que des idées. C'est une vision. Et c'est la vision qui te permettra de savoir de qui j'ai vraiment besoin avec moi dans mon projet, avec qui je peux vraiment dealer, avec qui je peux vraiment m'associer, avec qui je peux vraiment marcher. Parce qu'en fait, c'est une histoire de vision. Tu vois, je pense qu'il n'y a pas plus clair à ce niveau-là. Ok. Voilà. Pour reprendre l'exemple d'Airbnb, par exemple, tu parles de vision. Attention, ça c'est des suppositions et on se met un peu à leur place, mais ils sont pas là pour se défendre, désolé. Mais quand tu connais un peu l'histoire, tu sais que cette histoire de Airbnb, elle démarre vraiment avec l'idée de faire dormir des gens, parce qu'il faut savoir que ça s'est un peu éloigné de ce que c'était à la base. Hein. Ouais. Aujourd'hui, les gens achètent des appartements pour les mettre sur Airbnb. À la base, l'idée c'est, t'as un matelas gonflable dans ton salon, t'invites quelqu'un moyennant finance très peu cher et il dort dessus. Là, c'est devenu, maintenant, tu loues une villa à 150 pour faire une fête de ouf. Est-ce que tu crois vraiment que cette vision, elle est là? Quand tu pars d'aussi bas, alors, pour pas que tu me contredises tout de suite, je pourrais aller dans ton idée de peut-être que la vision, peut-être que cette histoire de matelas, c'était leur MVP. Ouais. Peut-être. Quand tu écoutes un peu l'histoire de Airbnb, c'était un peu des mecs un peu hippies, San Francisco, truc, tu connais l'histoire. Ça aurait pu être leur vraie vision. Juste, on veut juste que les gens, il y ait des vrais échanges. Peut-être que leur vision était, il y a des vrais échanges entre les gens, et on veut que les gens soient de leur domicile et qu'ils prêtent des bouts de canapé vraiment aux gens pour que ils se parlent, tu vois, et que les gens rencontrent des gens, et que du coup, quand tu vas dans un pays, au lieu d'être dans un hôtel qui est impersonnel, où tu vas parler avec personne, avec un mini-guide du touriste, là, tu as un vrai gars du pays qui va te dire, ouais, voilà. Ça s'est transformé, c'est plus du tout ça. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est leur vision, ça? C'est bien parti d'une idée, mais si, en fait, leur simple idée s'était cantonnée à la position d'idée, ils ne seraient pas allés plus loin. C'est peut-être pas une vision sur le moment, mais si t'es pas au courant que ton idée doit devenir une vision, ok, bah en fait ça n'ira pas plus loin. Ok. Voilà. C'est plus dans cet aspect-là, tu vois. Vas-y. Ouais, en plus, en sachant qu'en fait une vision ça vit avec toi. Tu peux pas, c'est un peu comme si tu te mets en couple avec quelqu'un, au début quand la première fois que tu l'as vu, dans le cas d'un mec qui rencontre une meuf, le mec cupidement va se dire, là c'est une caricature, va se dire la meuf elle est fraîche, tu vois, et d'une simple meuf fraîche ça va être cette meuf en fait c'est plus une meuf, du coup c'est madame et je l'aime et j'ai envie de construire quelque chose avec, tu vois, ça vit, ça se développe, tu vois, t'as des choses qui viennent les uns après les autres, mais il faut avoir l'ouverture déjà de base pour pouvoir se dire qu'une simple idée tu peux la traduire en vision. Au même titre qu'il faut que tu puisses avoir l'ouverture que cette simple meuf, tu vois, ça puisse devenir la femme de ta vie. Donc, si tu n'as pas cette ouverture-là, tu ne vas pas aller bien loin. Et c'est en ça que une vision dans le cadre d'un business, c'est super. En fait, c'est indispensable. C'est plus qu'important, c'est indispensable. Sinon, tu essaies simplement de faire un coup. Tu vois, et faire des coups, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Par exemple, je te prends par exemple sur une échelle de 10 à 15 ans. On a tous connu, par exemple, moi je suis un mec des 90s, tu vois, on a tous connu, par exemple, avant tu achetais ton téléphone à 49 € chez The Phone House, et puis après, du jour au lendemain, tu as eu des boutiques qui commençaient à vendre des téléphones à 1 €, puis après à 15 centimes. Tu vois, et en fait, ces personnes-là qui ont développé ce genre de business-là, généralement, ce sont des personnes qui ont l'habitude de faire des business de coups. Tu vois, parce que ces mêmes personnes-là ont fermé boutique et ont transformé leur boutique dans en boutique du coup de bronzage. Ces mêmes personnes-là, après, cigarettes électroniques. Ouais, je vois. Tu vois, ces mêmes personnes, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une manière de faire du business, comme un autre. Ils ont une espèce. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais ce que je perçois dans ce que tu dis, c'est des gens qui ont une espèce de coup d'avance sur ce qui se passe et ils sont tout de suite prêts à s'y coller et à transformer leur business dans le sens du vent pour aller prendre un maximum de rentabilité tout de suite et après quitter le navire s'il faut pour aller se coller à un autre business. Exactement, ouais. C'est des experts dans le business de la tendance. Ouais. C'est un peu comme dans la mode, tu vois. T'as des gens qui sont tendance dans leur approche de la mode et t'as des gens qui sont stylés.
Tu Ok. vois, qui ont un style qui est intemporel, tu vois. Tu Mm. prends leur photo d'aujourd'hui, tu prends une photo d'il y a 7, 8 ans plus tard, tu te dis toujours, mais le mec est stylé. Ouais, ouais. Tu vois. Et t'as d'autres personnes après qui, et à l'inverse, ces mêmes personnes-là, d'autres personnes qui vont se prendre en photo, vont avoir honte de leur style d'avant parce que c'était de la tendance, ça s'inscrivait juste à un temps présent. Ouais, je vois très bien le délire. Ok. Shoot out les mecs à l'époque qui mettaient des longs t-shirts en cuir, tout ça. On les a tous connus. Ah, de ouf, de ouf. Clairement, qui portaient des snapbacks à la taïga, etc. Ah, de ouf. J'ai une dernière question. En fait, je pose toutes ces questions sur le fait de s'entourer en tant qu'entrepreneur avec d'autres gens pour alimenter ta vision créative ou d'être créatif soit en tant qu'entrepreneur parce que il y a aussi une question que j'ai pas encore posée aux entrepreneurs mais qui touche tous les créatifs et c'est ça qui m'impressionne moi le plus. Ce podcast est guidé par cette idée-là en vrai. C'est le renouvellement et la continuation de la création. Ok. Moi, je suis auteur aussi. Il y a cette idée de la feuille blanche. Mais dans tous les trucs, quand tu vois, j'ai reçu un beatmaker ici, DST. La question, je l'ai invité on a passé 1 heure à discuter pour une seule vraie question. C'était comment tu fais pour créer 200 beats par an, en fait. Tu vois, comment tu fais pour créer 200 instrumentaux par an, c'est incroyable. Je me dis qu'entre entrepreneurs, c'est pareil. Est-ce que quand tu as développé des business, que tu as arrivé à faire développer ta créativité, ta création, tu as mis des gens au service de ta créativité, est-ce que quand tu n'as plus d'idées, toi, c'est fini pour toi? Ou tu te contentes juste d'être sur la partie mercantile et te dire, bon, de toute façon, les business que j'ai créés et dans lesquels j'étais créatif à l'époque, qui me rapportent. Bon, je m'en fous de plus être créatif, c'est plus mon problème. Ou est-ce que tu as un truc qui va plus loin? Et je dis ça parce que, aussi, dans cette vision d'entrepreneur, j'ai l'impression qu'il y a aussi 2 types d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui se contentent de ça. Ils se disent, maintenant, j'ai développé un business de cigarettes électroniques, j'en vends 1 million par an. Basta. Peut-être à la base, c'était créatif, hein, peut-être personne n'avait eu l'idée, mais maintenant, basta. Et t'as les mecs qui ont créé Google, déjà qui était incroyable, et qui veulent cryogéniser des mecs, parce qu'ils ne veulent pas s'arrêter, en fait. Tu vois, et qui cherchent des solutions créatives tout le temps pour aller plus loin et aller. Ils veulent carrément envoyer des mecs cryogénisés sur Mars pour les. Frère, tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que pour vous, on reste comme. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'enlève, qui disparaît en nous en tant qu'entrepreneur quand on n'a plus de créativité, qu'on fait juste profiter de cette créativité passée? J'ai envie de te dire que est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que tout le monde a la possibilité d'être créatif? Ouais, Ok. évidemment. Là-dessus, on est tous d'accord. Ok. Maintenant, je vais ajouter un autre élément. Tout le monde a la possibilité d'être créatif, mais tu as des gens qui sont fondamentalement créatifs et d'autres qui ne le sont pas. Aurélien et moi, on se définit comme étant des personnes qui sont fondamentalement créatives. Donc, on le sera toute notre vie. Ok. Ça fait partie de nous. Ok. Tu as des personnes qui ne sont pas fondamentalement créatives. Et c'est OK. Et ces personnes-là, du coup, soit elles s'entourent de personnes créatives, ou soit elles essayent de travailler leur créativité pour, j'ai envie de dire, masteriser un peu leur créativité. Tu vois. La personne, du coup, qui a réussi en faisant preuve de temps en temps de créativité dans ses activités entrepreneuriales, ne veut pas, et qui n'a pas vraiment bossé de manière continue sa créativité, peut se retrouver un jour à court de créativité ou avoir de mauvaises idées. Il y a plein de personnes qui ont réussi, qui ont eu des business très successful à un moment donné, qui, au moment de créer un second business, plus personne. D'ailleurs, ça arrive très régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, tu vois passer à la télé ou dans plein de médias spécialisés business, qui excellent dans leur business, mais tu leur mets au défi de faire quelque chose en dehors de leur business, 0 pointé. Parce que leur succès repose sur la bonne idée qu'ils ont eue. Ouais. En ce qui nous concerne avec Aurélien, avant de pouvoir driver des boîtes aujourd'hui qui dégagent du chiffre d'affaires important et d'avoir des clients qui sont cool, on en a craché des boîtes. On a dû tester, perdre de l'argent, de devenir livreur Uber Eats à un moment donné. On est passé par plein d'émotions, par plein de stades, tu vois. Mais ce qu'on n'a jamais perdu, c'est le fait d'être toujours essayé et d'être créatif.
On s'est essayé dans plein de secteurs d'activité avant même de se rencontrer, lui et moi. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est factuel. Bah, c'est que même si on est en déche de créativité un jour, on aura noté 40 autres idées dans des dossiers qui seront prêts à être lancés et qui sont prêts à rencontrer leur marché. Ok. Tu vois. Ok. Mais au cas où, pour les personnes qui ont peur justement de perdre leur créativité, ce qui peut être bien, bah, c'est tout simplement de mettre en place des méthodologies, en vrai. Parce que la créativité vient en fait, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc forcément, la créativité vient en regardant des choses créatives ou essayer de trouver ce qui a, enfin de retirer ce qui a déjà été créatif de par nous-mêmes. Un exemple, par exemple, je sais pas. Bah, je crois le meilleur exemple en vrai, c'est les personnes par exemple qui doivent faire du contenu, du contenu sur Internet. Ouais. Bah, en termes de sujet, par exemple, bah, c'est de reprendre ce que tu as déjà fait et de prendre soit une phrase, un élément, un mot, un truc, et de redévelopper ces éléments-là qui va te redonner en fait d'autres éléments, d'autres textes, d'autres vidéos, d'autres contenus, d'autres trucs. Moi, c'est ce que je faisais à l'époque où je faisais du son, c'est ce que je faisais des fois dans mes textes, parce que j'écrivais beaucoup. J'écris aussi des poésies, si jamais. J'écrivais beaucoup, et des fois, en fait, j'avais ce petit syndrome en fait de la feuille blanche qui durait jamais très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dès que je bloquais, je relisais ce que j'avais déjà écrit. Et en fait, dans ce que j'avais déjà écrit, il y a soit une phrase qui était super deep et que je me dis, ça serait bien de développer à partir de cette phrase. Donc, je réécrivais un truc à partir de cette phrase-là. Soit c'était un sujet, une histoire que j'avais écrite. Et dans cette histoire-là, bah, y a un personnage, bah, j'en fais un spin-off. Donc, en gros, je la développe, etc. Donc, en gros, c'est, voilà. La créativité, en fait, elle vient toujours aussi par rapport à des éléments qu'on a nous-mêmes qu'on a déjà fait. Donc pour des entrepreneurs, exemple, t'as monté une première boîte et tu sais pas comment t'en sortir sur la deuxième. Bah, ce que tu fais, bah, c'est tu redécoupes entre guillemets ta première boîte, tu redéfinis ta première boîte entre guillemets, et tu retrouveras toujours quelque chose d'autre qui était la base entre guillemets d'un problème que toi peut-être t'as réglé dans la boîte parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était venu, mais c'est pas tout le monde pas tout le monde qui arrive à régler ce problème-là. Bah toi en fait tu fais quoi ? Bah voilà, ce problème-là il est existant, je sais il est dans notre boîte, bah vas-y je le prends et j'en refais un truc bien précis et que je redéveloppe à partir de ça, tu vois. Okay, et en fait tu re-rentres à chaque fois en fait à l'intérieur de ce que tu as déjà fait, ce que tu as déjà créé. Il y a un exemple d'ailleurs. Il y a un exemple d'ailleurs, on prenait Airbnb en exemple tout à l'heure. Tu as Airbnb, on connaît l'activité, tu peux louer une chambre ou un appartement entier. Aujourd'hui, Airbnb, ils proposent du voyage expérientiel. Donc, c'est un élément qu'ils ont pris par rapport aux expériences de leurs clients ou leurs attentes. Ils en ont développé tout un autre service qui est une verticale à part entière aujourd'hui. Tu vois, ils auraient très bien pu, par exemple, ne pas utiliser la marque Airbnb. Bon, aujourd'hui, la marque Airbnb est très forte, donc c'était normal de le faire, mais rien ne les empêchait de faire un service avec un autre nom et de le à côté. Ok. Donc voilà. Ok, bah merci, on va conclure. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. La première, c'est quel est votre objet favori ? Ah, mon objet favori, moi, je pense que ça va être mon téléphone, hein. Malheureusement. Le mal du siècle. Exact. Ah non, je mens. Ma montre. Ok. Ma montre, en réalité. Ma montre, qu'à chaque fois que je la regarde, en fait, je suis grave saucé. Et pour de vrai, il y a une histoire particulière. C'est que le jour en fait où en fait ça faisait très longtemps que je voulais cette montre, ça faisait peut-être 4 ans que je la voulais, et le jour où j'ai quitté, enfin en fait en gros j'occupais un poste de directeur marketing où j'avais un salaire à 100 000 euros, etc. Et il y a eu un problème dans la boîte, et du coup le boss a dû me virer, la crise, pour faire très simple. Et donc du coup voilà, c'était pas dans mes plans. Clairement, et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, ben c'est le moment en fait de réentreprendre, parce qu'en fait on avait fermé une boîte avec Aurélien, on avait plus de thunes, on avait besoin de se refaire, donc du coup on est parti, on avait une longue traversée du désert, et devenir salarié faisait partie du coup du process. Okay. Et du coup donc et on avait commencé, et on était arrivé au stade où en fait on commençait déjà à griffonner du coup les idées de boîte que nous développons aujourd'hui, à savoir le Hub Studio et Victory Lab.
Ce qui se passe, et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de m'acheter cette montre pour me dire, voilà, si tu vas lui donner un nom. Cette montre s'appelle Never Go Back Again. Ok. Et en gros, c'est plus jamais je vais bosser pour quelqu'un. Et à Ok. chaque fois que je la regarde, je suis en mode, non, Lourd. voilà, Ok. jamais je repars en arrière. Donc voilà. Et puis je regarde l'heure tout le temps, bah voilà. Trop bien. Donc voilà. C'est pour de vrai. Hein. Vraie histoire. Moi, mon objet favori, en vrai, je vais tricher, je vais en donner deux. Premier objet favori, ma casquette. Pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai tout le temps avec moi. Ok. Je l'ai tout le temps avec moi. Mon ordinateur. En vrai, mon ordinateur, je suis tout le temps avec. Et je passe beaucoup de temps sur mon ordi. Ok. Je crois que si j'ai pas mon ordi, je suis pas bien. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour vous. Une œuvre. Une œuvre inspirante. Une œuvre inspirante, moi, je vais tricher encore. J'aime bien tricher. Parce que pour moi, la musique, c'est de l'art. Donc, je vais prendre une œuvre et je vais prendre un morceau. Et je vais prendre le morceau de Nipsey Hussle, Hustle and Motivate. Ok. Voilà. Et la musique, c'est de l'art, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat Ok. dessus. Voilà. Ah, il n'y a pas de débat. Donc, moi, c'est Hustle and Motivate de Nipsey Hussle. Ok. Et toi, Lionel? Moi, je dirais le film de 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Ok. Parce que gros fan de 50 de base. Parce que ce film m'a matrixé, parce que 50 c'est un rappeur en fait qu'on a vu grandir en fait devant nous en fait. Et à l'époque, quand t'étais un rappeur qui pétait tous les scores et qui en plus réalisait ton film, enfin faisait un film, là t'avais atteint les sommets quoi. Et je m'en souviens toute la bande originale de cet album là, l'histoire du film qui est l'histoire de sa vraie vie, etc. Moi quand j'avais un peu moins de 12 ans quand le film est sorti, je commençais déjà à comprendre que je voulais être entrepreneur dans ma vie, tu vois, et que je voulais faire des choses par moi-même. Bah c'est clairement des mecs comme ça qui m'ont inspiré de ouf. Donc ce film-là, je me le matais. Et encore aujourd'hui, s'il passe tout de suite là, je me pose, j'arrête tout, je regarde. Ouais, je comprends tout à fait. Donc, Même voilà. moi, je le regarde de ouf. Je comprends. Et la dernière question, c'est quelle qualité doit avoir selon vous un créatif? Curiosité à fond. Et c'est pas de la curiosité simplement comment dire, c'est pas il faut pas avoir une simple curiosité lambda, faut se développer sa propre curiosité et savoir mettre les mots sur qu'est-ce que pour nous la curiosité. Est-ce que ta curiosité c'est voyager? Pour d'autres non, hein. C'est pas voyager. Est-ce que ta curiosité c'est pour toi c'est lire des livres? Est-ce que ta curiosité pour toi c'est écouter des musiques différentes? Est-ce que etc., tu vois. On a tous notre propre degré de curiosité et du coup il faut composer cette base là et à chaque fois essayer d'aller toujours un peu plus loin. Tu vois. Ok. Donc voilà. Et pour toi? Moi, c'est justement, ça vient appuyer justement la curiosité parce que je pense que c'est super important d'être curieux. Et moi, ce qui vient appuyer ça, c'est, je pense que la qualité pour moi, c'est candide. Ok. Tu dois être grave candide. Et il n'y a pas plus candide, entre guillemets, qu'un enfant, mais il n'y a pas plus créatif qu'un enfant. Donc, je pense Candide, que- c'est un peu naïf, grosso modo. Ouais, voilà, c'est naïf, tu vois. forme Et de je pense naïveté, ouais. qu'une forme de naïveté. Et en fait, tu vois tellement le monde sous un angle sympathique. Entre guillemets, limite, tu ne vois même pas la méchanceté du monde, tu vois. Qu'en fait, ça te permet de croire en tout et de n'importe quoi et surtout de te dire que, bah, en fait, ouais, c'est possible, tu vois. Et que tu te dis, bon, bah, vas-y, si je peux faire ça, je le fais, tu vois. Et je pense que, ouais, c'est cet aspect un peu candide qui fait que t'as pas de limite. Donc, en gros, et qui fait que tu deviens vite créatif et que tu dis qu'un jour, je vais prendre un urinoir, je vais le poser, je vais le dire, ouais, tu vois, franchement, il n'y a pas plus candide comme délire. tu vois. Grave. Grave. Ok, soyez candide et naïf. Ouais. Et curieux, pardon. Bah, merci. Merci à toi. Du coup, likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre en lien dans la description le lien vers vos Instagram, vers Victory Lab et Up Studio pour que les gens voient et que s'ils ont des envies de création, ils peuvent louer les locaux du Up Studio. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Bon.